Bonsoir, j'ai un accent, donc si vous ne comprenez pas, vous me dites. Puisque j'ai un accent, je dis d'où je viens, hein, c'est peut-être intéressant. Je suis chypriote, donc entre autres, je suis française et chypriote. Voilà, j'ai les deux nationalités. J'ai la chance d'être dans un pays qui accueille les gens. Donc je suis chercheur à l'université de Brest. Et je travaille sur l'égalité hommes-femmes dans la pêche et la conchyliculture depuis à peu près 25 ans. Donc, c'est ce que je vais vous dire, c'est du vécu, parce que j'anime un réseau européen des femmes dans la pêche et la conchyliculture. Et donc, du coup, on a des femmes d'autres pays qui sont présentes. Donc, parfois, je ferai un peu référence à l'Europe, parce que c'est important, notre Europe, il faut la garder. Et je suis très européenne, évidemment. Et donc, du coup, je sais toujours faire ces liens entre là où on est, où on vit, et ces continents qu'on essaye de construire depuis des années. Bon, voilà. Donc, on va parler des femmes, les métiers de la pêche et de la conchyliculture. Donc, j'ai mis les femmes aussi parce qu'en général, quand on pose la question, y a-t-il des femmes dans la pêche et l'aquaculture? En général, il n'y a pas de femmes. Quand tu demandes aux professionnels, ils te disent, ah non, pas de femmes dans la pêche et l'aquaculture en Bretagne ou même en France. Donc c'est un peu comme ça, la réponse qu'ils nous donnent, même, pas seulement les pêcheurs eux-mêmes, mais aussi nos dirigeants politiques, quand on pose la question aux administrations, ils te disent, ah mais non, mais les femmes, tu sais, voilà. Donc du coup, on a cherché et on a trouvé. Donc je vais vous dire qu'est-ce qu'on a trouvé. Mais en fait, quand on pose la question et la réponse est non, si il y a un ethnologue dans la salle, donc si on fait un peu de l'anthropologie visuelle, comme on dit, si on prend les cartes postales qu'on a depuis des années en France, vous avez la chance d'ailleurs, parce que vous avez, on voit des femmes qui sont partout, soit ramasser des coquillages pour assurer la subsistance de la famille, et en particulier quand les hommes ils étaient à la guerre, c'est les femmes qui assuraient la survie de la famille. Et puis de l'autre côté, on a les femmes qui font les tuiles de conchyliculture, ils font les échalages, où on mettait la mer pour le captage des huîtres, pour ensuite le faire cultiver. Tiens, si je peux me permettre, à gauche, ce sont des chevrinières, donc des femmes qui, à Saint-Jacques de la Mer, allaient dans l'Ardenon chercher le chevrin, qui est en fait du zooplancton, et elles étaient associées à un ou deux pêcheurs, et leur fournissaient l'appât pour pêcher le maquereau, en fait. C'est la même chose, on trouve à Marthe. Les chevrinières qui avaient une have à chevelin, c'est un outil très très particulier et qu'on ne trouve cet outil-là qu'à Saint-Jacques de la Mer. Excuse-moi, c'est parce que je connais bien l'image. C'est très bien. On a une explication plus appropriée. Donc, je vous propose donc de faire un tour de la Bretagne et de l'Europe pour identifier cette contribution des femmes rémunérées ou non rémunérées, parce qu'il y en a quand même une contribution non rémunérée qui est quasiment invisible, des femmes dans les deux activités. Donc on va commencer par le travail rémunéré, parce que ça c'est plus visible, et donc on les voit mieux.
Donc, on a des femmes à bord des navires de pêche, peut-être pas beaucoup, mais on a quand même. Donc, elles sont armatrices ou matelotes. Et donc là, j'ai mis quelques photos en face et une photo en Croatie où on voit les femmes actives. Parce qu'en fait, toujours l'argument, c'est que les femmes ne sont pas fortes. Donc, elles ne peuvent pas travailler sur un bateau de pêche, n'est-ce pas? Donc, du coup, c'est la réponse qui est donnée en fait par tout le monde. J'avais fait en 2008 une évaluation des réponses qu'ils ont fait les États membres à l'Union européenne pour l'accès aux subventions européennes. Et donc la Commission a demandé aux États membres, dont la France, de parler des femmes. Et en fait, sur les 26 États qui ont une mer, tout le monde a répondu « Désolé, on n'a pas de femmes de la pêche parce qu'ils n'ont pas la force pour aller sur les bateaux de pêche. » C'était écrit texton dans les textes. Donc, c'est pour ça que je reprends toujours l'histoire de la force, parce qu'en fait, c'est le premier argument donné par tout le monde. Les femmes n'ont pas la force pour travailler sur un bateau de pêche. Mais en fait, on trouve des femmes aussi au Portugal, en Espagne, en Grèce, etc. Donc, il y a quand même des femmes. Souvent, elles travaillent en compagnie de leur mari ou compagnon ou père ou mère. Dans les Finistère, on avait une femme, la mère et la fille qui travaillaient ensemble. Donc en fait, on a des femmes qui travaillent dans la pêche. C'est la première question aussi que tous les journalistes posent quand ils travaillent sur cette thématique. Mais est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'on peut interroger les femmes? Et puis après, en Bretagne, on a aussi toutes les femmes qui ramassent les coquillages, les pêcheurs à pied. Et on a aussi toutes les femmes qui ramassent les algues, les récoltants d'algues de rive en particulier. Mais la récolte d'algues existe depuis très longtemps. Les femmes ont toujours été là et séchaient à l'époque les algues sur la dune. Elles couraient chaque fois qu'il y avait une pluie, comme on sait dans les Finistère, il ne pleut jamais, hein, ici non plus d'ailleurs. Donc elles étaient souvent en train de courir pour couvrir les algues pour qu'elles ne soient pas mouillées. Donc on continue toujours d'avoir des femmes qui travaillent dans ces activités. Et ici, la photo il vient du golfe du Morbihan. On avait fait un travail avec les parcs naturels marins du golfe. Et on a axé beaucoup sur les femmes pêcheuses à pied parce qu'il y a pas mal de femmes qui ramassent des coquillages avec la tenue de la combinaison de plongée qui souvent n'est pas adaptée au corps des femmes parce qu'elle n'est pas faite pour les femmes, elle est calée sur les corps masculins. Donc c'est une des revendications des femmes, c'est adapter la tenue au corps des femmes. Et après, on a la cochiliculture. Ici, vous connaissez. La cochiliculture, on a des femmes qui sont chefs d'entreprise, elles sont concessionnaires. Peut-être pas depuis toujours, mais il y a maintenant quelques dizaines d'années elles peuvent avoir des concessions à leur propre nom et ou ouvrières agricoles. Mais les mêmes activités, on les trouve aussi dans d'autres endroits, en Italie, au Portugal, tout le littoral atlantique, en fait, où on trouve les activités conchylicoles. Il y a... Voilà, ici c'est les golfs du Morbihan. Bon, ben alors, du coup, voilà. Combien de femmes on a? J'ai sauté une lettre. Ah oui. Donc, la plupart des femmes dans la pêche embarquée, pour dire embarquée, parce que c'est les seules statistiques qu'on dispose depuis 2017, qui sont sexuées, qui on a hommes et femmes. Et on a 3%, 1,3. On a 128 femmes sur
Voilà. Et en Bretagne, on est à peu près la même chose. Et comme vous verrez le diapo après, et ici à Paimpol, vous êtes dans une très bonne position par rapport aux nationales et le reste de la Bretagne. En fait, on avait plus de femmes. Mais avec les plans de sortie de flotte, on a moins. On a perdu des femmes. Et donc, on a fait exprès d'aller moins bien sur la cochiliculture parce qu'on avait les statistiques, et donc on a 27% de l'emploi dans les Morbihan en cochiliculture, c'est des femmes, majoritairement des ouvrières ostréicoles. Et la pêche à pied, pareil. En fait, si c'est deux. La pêche à pied, il faut chercher pour trouver les statistiques. On n'a pas les statistiques. Il faut demander au comité régional de pêche de nous dire combien de licences ils ont, à qui appartiennent les licences. Donc ça fait beaucoup de travail. Et donc quand on demande, on n'a pas la réponse. Et au niveau européen, on n'est pas obligé de présenter les statistiques de ces activités-là parce qu'elles ne sont pas liées à la politique commune de pêche. Donc l'Europe n'a pas besoin de ces statistiques. Mais au niveau... Sur la cochiliculture, on les a. L'État fait le ressassement ostréicole, donc on a le nombre de femmes qui travaillent dans l'ostréiculture. Donc pour la pêche, on les a parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est depuis 2017, c'est un combat qu'on a mené depuis 2008. Depuis 2008, on demande des statistiques hommes-femmes dans cette activité, à Bruxelles, hein, pas aux États membres. Et ça a mis quand même 10 ans, ça va vite. Il faut demander. Mais parce que tout le monde considère que le travail des femmes est un peu anecdotique de la pêche, donc ce n'était pas obligatoire, bien qu'on a des réglementations européennes, des directives européennes qui demandent des statistiques emploi qui soient hommes-femmes. Donc ici, à Paimpol. Donc, c'est ce que j'ai en cochiliculture, c'est des statistiques, c'est l'ENIM, c'est les statistiques de l'ENIM. Ce n'est pas les statistiques de MSA de l'agriculture. Parce qu'en cochiliculture, on a des gens qui sont affiliés à l'ENIM quand ils utilisent un bateau, et quand ils n'utilisent pas un bateau pour accéder aux possessions, on n'a pas de permis, et donc ça fait partie du système de la sécurité sociale agricole, de la mutuelle agricole. Donc du coup, c'est ce qu'on récolte au niveau de l'IFREMER, c'est dès on est à l'ENIM. Donc c'est des femmes qui sont à l'ENIM, auxquelles il faut ajouter les femmes qui sont à la MSA, plus les ouvrières ostréicoles, qui ne sont pas dedans non plus. Excusez-moi, ce sont des chiffres des femmes qui sont à l'ENIM ou des femmes qui sont embarquées? Là, sur la cochiliculture, c'est les femmes qui sont à l'ENIM et elles sont embarquées parce qu'ils utilisent les bateaux pour aller à la possession. Sur la petite pêche, je parle. À la petite pêche, elles sont embarquées. D'accord, c'est tous les embarquements. C'est quels les appartements? Oui. Quelle différence vous faites entre la pêche côtière et la petite pêche? C'est pas les mêmes, ils ne pêchent pas aux mêmes endroits. Il n'y a pas la même distance de course en fait. C'est La pêche côtière, c'est le nom du côtier, et après la petite pêche, c'est le temps de navigation qui fait que, en fait, il y a les uns ils pêchent jusqu'à 36 heures, les autres ils pêchent jusqu'à 24 heures, et c'est ça qui fait la différence entre la petite pêche et la pêche côtière. Et après, on a la pêche au large. C'est la nomenclature européenne aussi, qui ne correspond pas souvent à ce qu'on a au niveau de l'ENIM et de la direction de pêche
on n'a pas les mêmes noms. Donc, du coup, en fait, on a, à la pêche industrielle, on n'a pas des femmes, je sais pas. Voilà. Donc, on a à peu près 9%, donc on est quand même bien au-dessus du chiffre national. Et donc, en cochiniculture, on a déjà ici 19% des femmes, plus 9% parce que la cochiniculture et la petite pêche, c'est la licence des bateaux, le permis de la mise à l'exploitation des bateaux est mis à cette catégorie-là. On était surprise avec ma collègue en fait quand on l'a fait parce que c'est la première fois qu'elle trouve autant dans un endroit. Et c'était parce que on voulait faire le faire. Donc la cochiniculture ou en ostréiculture, on a posé dans un travail qu'on avait fait beaucoup de questions aux hommes et aux femmes pour comprendre un peu les différences, comment elles sont perçues les femmes par les hommes et comment les femmes voient les difficultés. Donc, en fait, les hommes trouvent que les femmes, elles sont meilleures, elles ont plus de dextérité, et elles font mieux les tris, etc. Mais quand même, pour aller en mer, c'est quand même mieux les hommes, parce que porter les huîtres, c'est lourd. Donc, une ostréicultrice nous dit que quand j'étais petite, j'allais dans des réunions, il n'y avait que des hommes. On ne voyait pas des femmes. Et pourtant, les femmes, elles étaient présentes. Et c'est dans les comités. C'est surtout dans les comités de pêche. À l'époque et même maintenant, on a très peu de femmes. Où elles trouvent que la mécanique est un peu trop compliquée pour les femmes. Donc, souvent, elles ont des difficultés quand elles arrivent, elles ont une avarie ou un problème quand elles sont sur le parc. Elles ont un petit peu de... C'est un peu compliqué. On revient toujours sur les histoires des activités trop physiques pour les femmes. Parce qu'en fait, depuis 2008 et la crise des huîtres, on remarque que les femmes qui travaillent dans les chantiers ostréicoles sont moins nombreuses que dans le passé. Ouais. Parce que c'est la difficulté de trouver des employés, des ouvriers ostréicoles. Bon, la pêche elle est dans la même situation, mais... Et donc du coup, ils privilégient les hommes qui peuvent faire tout. Et comme maintenant ils ont des calibraises pour les huîtres, ils n'ont plus besoin des femmes pour manipuler les huîtres. Mais tu vois, si je peux me permettre, dans les années 70, moi j'étais ouvrier ostréicole dans la plus grosse entreprise ici dans le secteur qui s'appelait Maeo. D'ailleurs, c'était Madame Maeo qui était la chef d'entreprise. Et à côté, il y avait Guy Louban, c'était aussi une femme chef d'entreprise. Eh bien, 70 Voilà. Vas-y, continue et je compléterai. Eh bien, à l'époque, on était dans la même boîte ensemble. Je suis une fille Maéo. Voilà. Eh bien, pratiquement 70% du personnel, c'était des femmes et qui portaient les civières à l'époque. Hein. Alors, oui, mais comment dire, alors tout à fait, tout le monde portait des civières, mais ça a été aussi la première entreprise qui a changé le mode de transport des civières. Si vous connaissez les bacs pervers, c'est mon frère, un de mes frères, qui a conçu ce bac, qui permettait justement de transporter au maximum 15 kg d'huîtres. Donc chaque personne pouvait transporter 15 kg d'huîtres. Ça a été aussi les modifications, c'est pour ça que c'est intéressant de l'interpeller sur les évolutions du métier, pour savoir justement pour les femmes. Et alors, de tout temps, bon, ma mère
mes parents ont créé l'entreprise et ma mère s'est retrouvée seule dans l'entreprise. Donc elle a dirigé une entreprise qui a eu jusqu'à 150 personnes localement, avec les 3/4 de femmes, ouvrières ostréicoles. Et ce qui se passe, il y avait très peu de marins embarqués, je dirais. Hein. Donc elles étaient toutes déclarées à la MSA. Ça, c'est très important. Donc, elles ne sont pas dans nos statistiques. Et c'est vrai que le choix qu'il y ait moins de femmes maintenant, je pense que du fait de la maladie des suites, et que c'est un produit... Moi j'ai connu l'huître plate, hein, oui, où il fallait 4 ans pour faire un produit. Maintenant, il faut 2 ans à 3 ans pour faire une huître. Donc, il faut commercialiser vite. Et je pense qu'ils ont fait le choix, les responsables d'entreprise ont fait un choix pour pouvoir gagner leur vie, de moins travailler l'huître. Et elle n'est pas travaillée, on ne peut pas la travailler comme une plate. Et si on la travaille, cela veut dire les numéroteuses, il y en avait en 1962 dans l'entreprise. Hein. On passait en numéroteuse, mais on passait après sur chaque huître pour la présenter. Là, c'est plus possible parce que c'est de la main-d'œuvre. Et je pense que c'est lié à ça. Par contre, les compétences que vous remarquez là, effectivement, elles existent. Parce que c'est un regard complémentaire sur un produit. Et que ici, quand l'entreprise a disparu, beaucoup de femmes sont allées travailler dans l'électronique à Lannion. Parce qu'elles ont des talents de précision, de finition du produit. Et pour la petite histoire, la première femme concessionnaire de parc à huîtres, c'était Mademoiselle Guézélec, au début du siècle, fin 19e siècle, et qui en même temps était sage-femme. En fait, non, mais c'est bien ce type de conférence pour ajouter, compléter ça avec complète le vécu. l'activité, la saisonnalité de l'activité Oui. aussi. Oui. Mais dans l'école du Morbihan, je disais tout à l'heure, les premières unités ostréicoles, c'est les gens qui étaient à la marine marchande, qui avaient commencé l'ostréiculture. Et comme ils n'étaient pas là, c'est les femmes qui géraient tout. Mais une fois qu'ils sont rentrés à la maison, c'était fini. Donc du coup, on avait un peu comme ça s'est passé pendant les guerres de 14-18 ou après, les femmes ont travaillé dans les usines. Une fois que les hommes sont rentrés à la maison, on a dit aux femmes, vous ne savez pas travailler, vous n'avez pas la force, rentrez chez vous. Bon, c'est à peu près ça. Donc en fait, on trouve aussi qu'il y a, quand les femmes sont en bord d'un navire de pêche, par exemple, aussi, il y a un souci beaucoup sur la sécurité. Elles sont beaucoup plus proches de ces sujets que les hommes. Elles font plus attention. Mais en même temps, il y a beaucoup des hommes interrogés qui nous ont dit à l'ostréiculture, et nos femmes travaillaient ailleurs. Elles sont venues travailler avec nous parce qu'on avait besoin au sein de l'entreprise, et elles ont amené une autre vision qui venait de l'extérieur, et ça, c'était quelque chose qui a enrichi l'entreprise parce que c'est une autre façon de voir les choses. Et aussi, tout le monde est en train de dire, tout le monde dit qu'à la vente, c'est quand même meilleur, les femmes. Elles ont un contact avec les clients qui est vraiment très important. Et quelqu'un nous avait dit, mais c'est ma femme meilleure vendeuse au marché. Mais il y a aussi des femmes qui nous ont expliqué que quand elles sont au marché, il y a beaucoup de monde qui les regarde parce qu'ils ne croient pas qu'elles sont les ostréicultrices. Elles sont vendeuses d'huîtres, mais pas. Donc, du coup, elles sont obligées de mettre des panneaux à côté avec montrant, c'est montrant elles-mêmes travailler. Donc, en fait, il y a toujours sans doute
sur qui est femme. C'est-à-dire la société est faite de façon où on ne peut pas imaginer qu'il peut y avoir des femmes. Et c'est ce qu'on a discuté un peu aussi cet après-midi dans la classe avec les élèves. Parce que finalement, on est formé, c'est une culture qu'on apporte avec nous et on veut croire que la pêche ou la cocheliculture, c'est des activités masculines et il n'y a que les hommes qui peuvent le faire. Et pourtant, on peut le faire. Donc, en fait, il y a, dans les entretiens qu'on a fait toujours pour trouver un peu les blocages, les obstacles, etc., il y a eu pas mal de réflexions sur les écoles, sur le rôle des écoles et le fait que les filles, elles trouvent peu de soutien à l'intérieur des écoles ou des formations à la pêche. Et donc, il y a plus d'obstacles que de soutien. Donc, et il faut être courageuse, il faut être persévérante pour aller et réussir à aller jusqu'au bout. Et pour l'ostréiculture, en fait, sur les ouvriers ostréicoles, la difficulté, et même ils le disent, c'est aussi le salaire. C'est ce qui à la pêche aujourd'hui n'est pas un problème, parce qu'il y a eu des moments aussi dans la pêche où c'était difficile. Donc, attirer des jeunes pour un très peu de salaire, c'est pas évident. Et surtout, il y a tous les problèmes de logement localement où on n'a pas de logement pour mettre les personnes qui travaillent, que ce soit en ostréiculture ou même dans d'autres activités au niveau. C'est pas facile à loger les gens. Et donc on a toute l'histoire aussi du bateau de pêche. Du bateau de pêche qui ne sont pas modernes, ils sont anciens. Et sans toilette, sans douche, sans rien. Je veux dire, ceux qui vont à bord, ils le savent, sauf s'ils sont dans les derniers bateaux les plus modernes qu'on a. Et donc en fait, moderniser nos navires et mettre des toilettes à bord, c'est pas du luxe et c'est pas que pour les femmes. En fait, ça peut attirer aussi des jeunes parce que les conditions dans lesquelles les anciens travaillaient ne sont peut-être plus acceptables par les plus jeunes. Donc en fait, en arrangeant un bateau pour une femme, on améliore les conditions de travail de l'ensemble des personnes. Et il y avait tout à l'heure, pareil, les tables de trier les poissons. Dans beaucoup d'endroits, il n'y avait pas, ils sont assis par terre, sur les ponts, pour trier les poissons. Et je sais que, par exemple, dans le sud Finistère, au Guilvinec, on a la pêche à la langoustine, les tri étaient difficiles. Et finalement, avec une réglementation européenne sur ne pas rejeter en fait, ne pas rejeter les poissons, et comme la langoustine, c'est une espèce qui survit, on la remet à l'eau. Et ils étaient obligés de mettre des tables de tri et ça facilitait le travail à tout le monde, pas seulement aux femmes, mais aux hommes aussi. Voilà, Donc, une ostréicultrice, pour revenir toujours dans la même histoire, sur les poids, dans les chantiers, les bombons de tri, etc. Et même, elle a adapté, elle a fait l'ergonomie, en fait, elle a fait tout à son niveau. J'ai eu l'occasion cet été de faire des causeries sur l'entreprise de mes parents et des anciens employés. Il y a une employée qui m'a dit, tu sais Brigitte, c'est quand il a fallu faire les tables pour travailler les huîtres, c'est moi qu'on a pris comme référence pour que toutes les tables soient à la bonne hauteur et non pas à la hauteur pour les hommes ou autres.
Donc c'est aussi il y a un souci d'adaptation de tous les installations pour les femmes. Et que ça soit en règle d'hygiène, que ça soit en règle de transport, de manutention et autres, de trouver les positions les plus confortables pour chacun. Ouais. Oui, parce que je veux dire, les maladies professionnelles, c'est les dos pour beaucoup de monde. À la pêche, à la bouchericulture, c'est pareil. J'ai passé une... Évidemment, on a aussi des femmes qui travaillent dans l'industrie de transformation et ça, on le sait, en Bretagne, dans pas mal d'endroits, on a des usines qui sont là pour transformer soit du saumon, bien qu'il ne soit pas une espèce locale, pour faire du fumage du saumon sur la route Brest-Guingamp. Il y a une très grande usine. Quand on les écoute, bon, enfin bref, très vite. Mais on a des usines, mais on a aussi des plus petits ateliers où on a des femmes qui travaillent comme ouvrières. Et puis aussi, on a des femmes qui travaillent dans les filets. On a de moins en moins en France, parce que c'est beaucoup plus industrialisé et surtout, en fait, au Portugal et en Galice, ils utilisent des scènes tournantes, et donc les filets ils sont énormes et ils sont faits à la main par des femmes, en Grèce aussi d'ailleurs. Mais en Grèce c'est plus industrialisé maintenant, mais quand même c'est les femmes qui travaillent à l'intérieur. Et bon, la vente des boissons, c'est un travail des femmes, souvent, sur les marchés. Et un peu partout où on a fait la vente directe, donc au Cap-Breton, c'est la vente directe, c'est la municipalité, elle a installé auprès des bateaux, à l'endroit où on fait la vente, et c'est les femmes des pêcheurs qui font la vente, mais on a à peu près la même chose à Boulogne-sur-Mer, pour la petite pêche, c'est toujours pour les petits bateaux, mais là c'est des salariés. C'est pas les épouses des pêcheurs. Donc là, l'autre, c'est à Brest, c'est une jeune femme qui s'est installée comme poissonnière. Son rêve est de devenir pêcheur. Elle vient du Conquet, donc vraiment petite pêche dans la mer Viroise. Et son père lui a dit non, tu ne vas pas devenir pêcheur, c'est très difficile pour les femmes. Va travailler dans un supermarché. Donc elle est allée chez un supermarché et elle a travaillé à la marée. Donc du coup elle est partie, elle a monté son propre outil et son propre travail. Et puis voilà, donc maintenant on a tout ce qui est non rémunéré. Alors là c'est qui? Donc c'est l'épouse, c'est les mères, c'est les sœurs, c'est les partenaires, amis, comme elle dit Bruxelles. Qu'est-ce qu'on fait? On fait en fait toutes les tâches, beaucoup de tâches administratives. Les paiements des factures, les liens avec la banque, avec l'administration, la clé, la préparation des appâts pour beaucoup, la préparation des ça ne va pas venir. Je vais en arrière, mais je ne l'ai pas fait. Excusez-moi. La chambre de vivre pour les bateaux, surtout. Ce travail-là est fait à la maison ou dans les chantiers de l'école, dans les campagnes, comme ils disent à Marais-Nolero. On ne les voit pas. On ne les voit pas quand on est chez nous et on téléphone pour savoir à quel prix est parti les poissons à la criée. Il n'y a que la personne qui l'a fait qui le sait. Mes collègues norvégiennes, on les appelle les matelots à terre. Donc ce travail-là était pendant très très longtemps non reconnu.
et non sans accès à certains droits sociaux. Et en dehors de ce que je viens de dire, elles font pareil des filets, elles vendent aussi les poissons en vente directe, soit au cul du bateau, soit en d'autres endroits là où on a des autorisations pour les faire. Donc là, c'est plus visible, mais toujours pas reconnu et non payé. Non, chez nous, c'est reconnu. Après, on a pas mal de choses qui sont développées et où les épouses des ostréiculteurs font beaucoup de travail. C'est tout ce qui est dégustation au chantier, recevoir des classes des enfants, etc. Le but est de montrer l'activité, hein, quand même. C'est la transmission des connaissances, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce que c'est les métiers et tout ça. Donc, ces activités non rémunérées, elles ont quand même un impact sur la famille, positif généralement, et sur les communautés de pêche là où ils vivent. Donc, ça maintient ou ça augmente les revenus familiales. Parfois, le revenu est plus élevé par ces activités que par l'activité principale. Ça dépend des périodes. Si on est en crise de l'ostréiculture, par exemple, si tu fais la réception, ça augmente les revenus parce que c'est payant. Donc, amélioration des conditions de vie, ça crée une attractivité touristique aussi. Au Conquet, quand le bateau arrive à 4 heures et ils font la vente directe sur le port, et ben, il y a un peu plus du monde qui vient au Conquet, bien que c'est bien touristique, je ne dis pas que... pour aller acheter du poisson. Donc, en Italie, ils ont créé, en Corse, ils ont créé ce qu'on appelle la pêche tourisme, où ils amènent en Corse, ils amènent des touristes pour pêcher, et en Italie aussi, et après on cuisine ce qu'on a pêché et on les mange sur la plage. Mais pour beaucoup de monde, ça représente pas mal de revenus, parce que d'abord les femmes, elles vendent des tickets au port, elles partent, elles sont devenues guides de l'écosystème et du métier, donc elles expliquent comment se fait le travail, après on pêche, après... Donc c'est quand même un revenu qui parfois n'est pas négligeable. S'il vous plaît. Oui. Est-ce que dans ce milieu-là, le statut de conjoint est installé ou pas? Parce que... Chez nous. Ici. Vous allez peut-être l'évoquer après, non? Oui. Oui, d'accord. Oui. D'accord, j'insiste beaucoup sur le travail non rémunéré et je commence bien plus tôt mon introduction du travail non rémunéré parce que donc c'est souvent non déclaré. Dans beaucoup d'endroits de l'Europe, c'est souvent non déclaré. Le nombre de femmes, on ne sait pas. Donc on n'a pas de statistiques, mais il est indispensable pour la survie des entreprises familiales, que ce soit à la pêche, mais même dans l'artisanat. Chez les boulangers ou chez les bouchers, la femme a toujours travaillé parce que sinon l'entreprise ne s'en sort pas. Oui. Donc, quelle est la reconnaissance et quels droits sociaux en fait on a? Oui. Donc, c'est là où on a. Je vais débattre si on a maintenant la possibilité, avec l'Europe, depuis 1986 quand même, une directive qui demandait la reconnaissance du travail des conjointes qui aide leurs conjoints dans leur activité indépendante, y compris une activité agricole, et on a rajouté la pêche après.
Et donc, cette directive de 1986 a été modifiée au niveau de Bruxelles en 2010, suite à des demandes du réseau des femmes. Et elle n'était pas obligatoire pour les États membres, pour les transposer dans le droit national. Et depuis 2010, elle est obligatoirement transposée dans le droit national. Et c'est là où on a introduit le terme du partenaire de vie. Pour faire plus moderne, il n'y a pas que les épouses, il y a aussi les partenaires de vie. Donc, depuis 2010, les États membres ont transposé cette directive au droit national, mais très peu d'États l'appliquent. Donc, nous sommes l'exception. Pour une fois, l'exception. Donc, la question, c'est ça, marche vers l'égalité. Le statut du conjoint collaborateur a été introduit en France en 1998, mais il est à caractère volontaire. Et en plus, c'est la demande du mari. C'est le mari qui va aux affaires maritimes, qui dit, ben voilà, ma femme contribue à mon entreprise. Non, mais je l'ai fait un peu comique parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. Et donc, je vais bien prendre le statut du conjoint collaborateur pour ma femme. Ceci étant dit, il y a ceux qui le savent et il y a ceux qui ne le savent pas. Parce qu'il y a des gens qui te posent la question, mais comment je fais pour faire reconnaître ma femme? Tu leur dis, mais vous n'avez jamais attendu du conjoint collaborateur? Non. Donc, en 2017, on avait 590 femmes qui avaient le statut de la conjointe collaboratrice en cochériculture et à la pêche. Parce qu'on ne distingue pas. Mais ces chiffres-là, ils sont très difficiles à obtenir. Parce que si Bruxelles a obligé les États à donner des chiffres par rapport au travail salarié ou sur les bateaux de pêche, etc., elle ne l'a pas fait pour les conjointes collaboratrices. Donc, on n'a pas. En dernière nouvelle, quand on a demandé et on a, en fait, l'IFREMER a obtenu la base de données de l'ENIM, on ne trouve pas les conjointes collaboratrices. On n'a pas. Donc, on ne sait pas. Et avec ça, en fait, les femmes ont obtenu un droit à la retraite, une retraite en troisième catégorie, à la pêche, 60% de la troisième catégorie. C'est ce qui n'est pas énorme, parce qu'en plus, comme elles ont commencé tard à cotiser, ça fait vraiment rien, quasiment rien. Mais elles sont très contentes, parce que ça veut dire quand même, l'idée est qu'elles ont été reconnues. Pour la santé, elles dépendent de la santé du monsieur. Et par contre, elles ont accès à la formation continue. Et ça, c'est très important parce qu'au départ, elles ont quasiment toutes fait tous les brevets pour gérer des entreprises de pêche, etc. Mais quand même, cette demande est faite par les mecs. Donc, c'est l'homme qui va demander. Et une fois que l'homme prend sa retraite, pour la pêche, c'est terminé. L'activité de l'entreprise est terminée. La femme n'a plus un droit à ce statut. Pardon, concrètement, comment ça se passe? Il y a des cotisations sociales qui sont versées forfaitairement, je suppose, puisqu'elles n'ont pas de salaire. Oui. Et comme elles ne vont pas en mer, en fait, la conjointe collaboratrice n'a pas le droit d'aller en mer. Elle fait vraiment le travail à terre. Et depuis 2008, on a réformé la loi, on est passé sur une autre loi. Et elle peut travailler à mi-temps à l'entreprise, mais effectivement, on cotise. Et je me souviens, quand je venais à Paimpol pour expliquer au comité de pêche qu'il fallait défendre les statuts du conjoint collaborateur, il me disait, mais c'est cher, madame. Et bien non, c'est pas cher, c'est que 3,50 € par jour, et un paquet de cigarettes, il était plus cher par jour. Donc, vous pouvez quand même... Mais c'est marrant parce que ça les faisait rire.
Mais il faut donner des exemples comme ça, parce que sinon c'est toujours cher. Est-ce qu'elles ont droit au même droit au congé maternité que les autres professions? Il me semblait que ce n'était pas acquis, ça. Par rapport au nombre de semaines en congé maternité. Oui, oui. La cojote collaboratrice, mais sur les bateaux, justement, il y a beaucoup de revendications pour les femmes embarquées sur les congés de maternité, parce qu'elles ne sont pas beaucoup. Et on trouve que ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de case. Moi, je me suis retrouvée enceinte en 2022, inapte à la navigation en 3 mois de grossesse. Et de mes 3 mois jusqu'à mes 8 mois, donc j'étais embarquée comme patron de meunier à Forest chez Saint-Domingue. Et en fait, ils n'ont pas trouvé de case pour moi comme patron dans la pêche. Et je suis restée de mes 3 mois à mes 8 mois de grossesse sans rien. Est-ce que Lénine ne t'envoyait pas Non, mais du coup, moi j'ai la lettre un gros coup de gueule à Lénine en disant que j'allais appeler tous les médias avec mon gros ventre et ma pancarte laquelle c'est un malo. Et de là, ils m'ont débloqué par rapport à la catégorie sur laquelle j'étais. Enfin, je peux toucher encore grand-chose du tout. Parce que j'étais en 7e. Ouais, c'est étonnant parce qu'au commerce, c'est pareil, on est pareil. Et à partir de là, en fait, c'est l'employeur qui prend en charge les limites. En fait, il y a une prise en charge de limites normalement. En fait, il y en a tellement que, en fait, selon les services de l'élite, ils sont perdus. On a le droit à 10 semaines, c'est ça. Là, c'était pour un officiel. Normalement, avec 3 mois et 8 mois, j'étais pas censée rentrer dans la case et j'ai dit que ça n'a rien à voir. Ils vous ont pas répondu que Lénine ne m'a pas pensé qu'un jour il y aura des femmes, comme ils m'ont répondu à moi. Non, mais il faudrait qu'ils envoient leur copie sur. Il y a un vrai travail de faire Lénine. Et vous avez reçu les lettres de congé de maternité à madame ou à monsieur? Non, à monsieur. Madame, enfin, moi je. Ah non, mais je connais des femmes qui l'ont reçu monsieur. Parce que le logiciel de Lénine ne sait pas faire le madame. Non, mais c'est horrible. Donc ils ont répondu à la case, c'était pas prévu. C'est pas prévu. Donc je ne sais pas si depuis 2022 la case a été créée. Si ça va on va l'intervenir. mais c'est quand même. C'est que j'ai maternité, la maternité, au nom de monsieur Perel. Mais bon, quand même, c'était un progrès. Pour les femmes conjointes collaborateurs, c'était un progrès. Est-ce que, s'il vous plaît, sur les tailles d'entreprises auxquelles vous vous référez, en moyenne, c'est des entreprises que le conjoint, ils sont 2, ils sont combien de salariés dans ce genre, dans les entreprises que vous avez vues? Sur les conjoints collaborateurs? Globalement, parce que j'ai l'impression que vous raisonnez sur des petites structures, en fin de compte, quand vous rencontrez. C'est vrai. Oui, mais sur les bateaux de pêche, en fait, les femmes elles sont beaucoup plus présentes, enfin, sur les bateaux. Les épouses, oui, elles sont plus présentes, elles font beaucoup plus de choses quand les bateaux sont plus petits. Plus le bateau est grand, plus on a des armements. Là, on va chez les comptables, on fait tout par les autres, en fait. Oui. C'est vraiment sur les petits bateaux. Oui. Mais quand il y a des petites structures, en fin de compte. Pareil, en fait, les femmes ostréicultrices, qu'elles sont elles-mêmes ostréicultrices, sans leur famille, sans leur mari, et c'est des petites entreprises aussi. D'accord. Et elles travaillent toutes seules. Parce qu'autrement, à partir d'une certaine taille d'entreprise, elles vont plus être sur le statut de collaborateur, elles vont être salariées. Oui, c'est ça. Simplement à la NSA. Oui, exactement. Elles vont être salariées. C'est ce que l'ENIM ne donne pas la possibilité.
activité et être salarié. Oui, non, mais c'est un Il faut être à l'EMSA, sauf que quand on est à l'ENIM, Oui, tout à fait. Oui, mais c'est. non, mais oui, on est C'est d'accord. la complémentarité dans la taille d'entreprise, tout à fait. Oui. Pardon. J'avais une question, je suis désolé, je ne sais pas si elle a été posée. Pardon, je ne sais pas si elle avait été posée, mais 590, ça paraît très peu, c'est pour la France entière? Ah oui, c'est pour le France. Et est-ce qu'on connaît à peu près les stats des femmes qui travaillent réellement Elle travaille tout le temps. Oui, non, mais je suis bien d'accord. Ce que je veux dire, il y a. Je parle Elle pas travaille des femmes. réellement. Comment? Elle Oui, travaille. les non déclarés, moi. Ah non, on ne sait pas. Oui, On ne mais sait pas. vous n'avez pas même un chiffre? Non, parce que non, je n'ai pas un chiffre, parce qu'ils ne nous donnent pas de chiffres. Oui. Parce qu'une fois, ils nous ont donné des chiffres et on a dit, c'était il y a longtemps, on a fait une enquête en Bretagne et après, on écrivait les textes et puis on a voulu donner un peu. Et en fait, on trouvait 1500 hommes et on ne savait pas s'ils étaient veufs ou célibataires. Ils n'avaient pas de femmes. On a posé comme ça la question, mais vous nous donnez un chiffre de 2000 personnes et vous nous dites qu'il y a à peu près 500 personnes qui sont mariées et les autres 1500 sont veufs ou divorcés ou célibataires. Mais on n'a pas eu de réponse. Mais en plus, maintenant, mais vraiment, moi, je suis vraiment étonnée parce que mes collègues d'IFEMER, ils ont un accord avec l'ENIB pour avoir les données vraiment des armateurs et surtout des bateaux qui sont à l'ENIB. Et les femmes conjointes collaboratrices ne sont nulle part. C'est un refus de cotiser pour eux. Pourquoi ce refus de ne pas déclarer sa conjointe ou sa compagne? Ah, les hommes C'est parce qu'il y a des cotisations à la clé et c'est un refus de déclarer. ou ils ne le savent pas. Non, c'est le côté administratif. Parce qu'à l'époque, quand on a mis les statuts en 1998, il y avait beaucoup plus d'informations de la part de l'administration. Maintenant, avant, on avait les affaires maritimes, c'était vraiment local. Ils étaient sur le port, à côté, ils informaient les gens, les déchets passés, ils avaient l'information. Maintenant, il faut aller ici, c'est à Saint-Brieuc. Bon, dans les Finistères, il faut aller à Quimper. C'est un peu difficile. Et c'est vrai que quand les DTTN maintenant font les statistiques, je sais que la personne qui les faisait dans les Finistères, un jour, je lui dis, mais vous ne mettez pas le nom de conjointe collaboratrice. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas. Il faut vraiment les chercher pour les trouver. Mais la vraie question, c'est pas seulement ça, pardonnez-moi. Quand un petit pêcheur a 2-3 matelots à bord, il les déclare. Oui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil parce que celui qui a les matelots sont payés au part, Bien sûr. à la part. Mais la femme, elle n'est pas payée. Donc ça veut dire que c'est le mari qui les paye de l'argent de l'armement. Oui, oui. Oui, mais ce n'est pas la même démarche. C'est-à-dire que les matelots, ils les D'accord, payent. c'est une démarche qui paraît logique de payer quelqu'un qui travaille pour 430 000 quand même. C'est tout ce que je veux Mais dire. oui, mais bon. Surtout qu'en plus, la femme travaille une deuxième fois le soir pour s'occuper de la maison et des gamins. Mais en fait, la réforme de 2008 était, on a le statut de conjoint collaborateur, on a le statut de salarié, effectivement, si on travaille à plein temps, on peut devenir salarié, sauf que là, c'est l'URSSAF. Donc, ils ne veulent pas payer l'URSSAF, c'est cher l'URSSAF. C'est un peu ce que je pensais, quoi. Oui. D'accord. Il y a des traditions. Ou être associé. Voilà, donc c'est comme ça. Mais il y a des traditions aussi, parce qu'il n'y a pas. Alors, je dirais que les métiers qui sont déclarés sont ceux qui sont dans la production. On va pêcher, on va ramasser les huîtres et travailler. Mais on pourrait faire le parallèle aussi, fut un temps, maintenant ça a complètement changé,
c'était chez les cultivateurs. Oui. Le temps de saison, c'était pas déclaré. Et c'était une main-d'œuvre qui, les femmes recherchaient du travail. Donc elles étaient prêtes et à la maison, on va mieux vivre si tu m'apportes un coup de main pour faire les factures, pour aller faire les comptes et autres. Et c'est une mentalité à faire évoluer, sérieusement. Mais en Bretagne, on n'est pas les plus mauvais. Hein? Ah non, Parce mais qu'en Bretagne, on paye. Mais à Charente-Maritime, alors là, il fallait donner des arguments pour convaincre qu'il fallait payer les. C'est étonnant parce que c'est autant en Charente-Maritime qu'au niveau de. Ils sont tous à l'ENIM à Charente-Maritime. Ici, il y a qui sont à la MSA. Ah oui, mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils sont à la MSA? Parce que ça, c'est la particularité du métier d'ostréiculture. Soit on peut aller sur les concessions ostréicoles à pied, en descendant à marée basse, et dans ces cas-là, on prend un tracteur et on n'a pas besoin d'être à l'énigme. Soit on va sur des concessions ostréicoles en mer, et donc on a un bateau, on investit dans un bateau. C'est la particularité. Et en Charente, ils sont obligés d'aller avec des bateaux. Je vais passer vite sur la suivante parce qu'on a tout dit avant. Mais en fait, quand même, quand on a donné le statut aux femmes, on était pendant la crise de 90 de la pêche, où il y avait les grandes manifestations à Rennes, où on a brûlé le Parlement de Bretagne, n'est-ce pas? Et donc c'est à ce moment-là que les femmes se sont organisées en comité de survie pour trouver la nourriture, payer les factures, etc. Et donc c'était à la sortie de cette crise que les femmes aussi ont pris conscience que la pêche un jour, les pêcheurs étaient très riches un jour et le lendemain être très pauvres. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 90. Donc et c'est à ce moment-là qu'elles se sont dit, bah, tiens, ça serait bien si on fait comme elles ont fait les femmes en agriculture, c'est-à-dire demander le statut du conjoint collaborateur. Et je l'ai dit tout à l'heure aux jeunes, mais je vais le dire aussi ici, les associations des femmes, elles sont allées à Paris, elles ont trouvé les députés qui étaient en train de discuter de la loi pêche, l'orientation pêche de 95, sortie de crise, et on leur a répondu, Madame, vous arrivez trop tard, parce que la loi est quasiment déjà votée, et vous êtes arrivés trop tard, donc on ne peut pas vous le donner. Bon, elles ont fait quand même beaucoup de lobbying, elles sont allées trouver tous leurs députés locaux, elles ont beaucoup assisté, on a fait un référentiel du métier des conjointes collaboratrices, et tout ça, et puis finalement, il y avait un grand ministre breton d'ailleurs à l'époque à la pêche, il leur a dit, on vous a écouté, on vous a fait une faveur, on vous a donné le statut. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la directive européenne, elle était là depuis 1986, ce n'était pas une faveur. Il se faisait qu'elle s'est légalisée en droit européen. Donc c'était comme ça, le paternalisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on vous a fait une faveur. Et donc, en fait, les femmes en France, comme je viens juste de le dire après, comme elles étaient organisées en comité de survie, elles ont créé des associations quasiment sur tous les ports français. Et on était quelque part les pays où on avait plus d'organisations. On était les premiers pays où les femmes se sont organisées pour demander des droits, en fait. Donc, l'accès à la retraite, pas à la sécurité sociale, à la retraite. Donc, en 2004, on a eu le plaisir d'avoir un projet de recherche payé par l'Union européenne. Et à la fin de ce projet de recherche, les femmes qui ont participé ont décidé de créer un réseau européen. Donc, l'on appelait Actea. Et donc,
on a travaillé un réseau avec toutes les femmes. Alors, traduction en 4 langues, c'est ça l'Europe. Et voilà, donc il continue d'avoir ces réseaux. Donc, les réseaux, en fait, il agit plutôt au niveau de l'Union européenne. C'est pour les droits des femmes et les droits des femmes. Donc, c'était les statistiques, parce que les statistiques, comme je l'ai dit, ce n'était pas non plus donné. Et la prise en compte d'une dimension des femmes de genre dans les fonds structurels européens, donc pour les subventions, c'est une demande. Et en fait, on cherche toujours à savoir quel est le pourcentage donné par ces fonds aux femmes. Qu'est-ce qu'on finance aux femmes? Et permettre et faciliter le travail des femmes à bord des navires de pêche. Sur les poids trop lourds et des charges trop lourdes, à la pêche à pied en France, dans certains endroits, la réglementation dit qu'on peut apporter 25 kg de coquillages, mais à une seule fois. Et donc, du coup, se baisser, ramasser du coquillage et avoir sur ton dos 25 kg, ou il faut les transporter les 25 kg, même si tu les postes en panier à côté, à un moment donné, il faut les transporter. Donc, c'est une demande aussi qu'on peut amener 25 kg, mais en plusieurs fois. Pourquoi une seule fois? Et une des très grandes revendications, c'est la participation des femmes dans les processus décisionnels qui concernent la pêche ou la cochiniculture, et qui sont les organisations généralement maintenues par les hommes. Et quand une femme est élue, elle a droit à la commission sociale. Et donc ça, c'est une assemblée générale du réseau. Mais sur les places des femmes dans les organisations professionnelles, j'ai dit on a droit à la commission sociale, et c'est comme ça. Quand c'est lui qui va faire la liste, les syndicats qui vont faire la liste, ils prennent des femmes, et après on leur dit, voilà, pour vous c'est la commission sociale. Et dans le comité régional de cochiniculture, pour ne pas nommer lesquels, on a dit ça à une femme, elle a dit non, moi je ne suis pas venue pour être élue à la commission sociale, je suis venue pour être la vice-présidente qualité de l'eau. Parce que pour l'ostréiculture, c'est très important la qualité de l'eau. Et elle a été pendant quelques mois, mais comme en fait elle parlait, elle ne se cachait pas derrière le président, il avait un avis. Et ça n'a pas duré longtemps. Elle était mise de côté et avec voilà. Donc c'est comme ça. J'ai terminé. Souvent les gens me demandent, mais ça avance? Oui, j'ai dit. On ne fait pas du sur place, on tourne en rond. Parce que sur les côtés subvention, l'Union européenne a mis un indicateur pour savoir combien d'argent on donne aux femmes, et à la petite pêche aussi. On était les deux indicateurs qu'il fallait renseigner. En général, après, à la fin des fonds structurels ou à mi-parcours, on avait une évaluation faite au niveau de Bruxelles où on avait des informations.
Et bien depuis que les Anglais sont partis, on ne le fait plus. Parce que les Anglais sont partis, on ne l'a pas fait. Donc du coup, on ne sait pas. Donc on a mis un indicateur pour lequel on ne sait pas si finalement ça avait un sens ou ça n'a pas de sens. Bon, ceci étant dit, sur les fonds structurels, les subventions données aux femmes, pour les femmes et en faveur des femmes, c'est l'Espagne, la première. Parce que d'abord, elles ont créé des associations, l'État a aidé, la direction des pêches espagnole a aidé les femmes à créer des organisations, et donc du coup, en Galice, la pêche à pied est pratiquée à 80% par des femmes, donc du coup, il y a quand même plus de subventions pour les femmes, ou au projet des femmes. Ici, on a fait un très joli livre au niveau national où on montre les femmes chefs d'entreprise, mais les femmes qui font le boulot à bord des navires de pêche, etc., ça, on n'a pas donné beaucoup de choses. Voilà. Non, mais ça, c'est... Quand je dis qu'il faut un directeur de pêche pour favoriser peut-être le travail des femmes à bord des navires de pêche, pourquoi on donne pas on n'incite pas les navires de les faire en donnant une petite subvention, une compensation? Il m'a dit, mais madame, ça c'est discriminatoire. Je lui ai dit, ah bon, 18% d'hommes à bord des navires de pêche, c'est pas discriminatoire. C'est comme non. C'est discriminatoire de donner. Ben si on met une incitation à dire, on dit prenez des femmes, vous aurez une subvention, on ne sait pas là s'ils ne le feront pas. C'est comme tout à l'heure avec les jeunes, je me dis mais peut-être qu'on va mettre des quotas. 10% des femmes à bord des navires de pêche, comme elle a fait la Marine nationale. Les jeunes ils me disent mais non, c'est pas bien maintenant. Après, il faut aussi donner envie aussi aux jeunes femmes de faire ces métiers-là et justement de rendre ces métiers plus attractifs. Moi, je suis persuadée que la mixité, ça apporte que des bénéfices et justement, ça va aussi apporter dans le travail, ça bénéficie à tout le monde, même aux hommes, notamment à la pêche, les hommes, ils finissent complètement cassés, ils ont le dos cassé. Donc, tous ces aménagements dont on parle pour les femmes, en fait, ça bénéficie. C'est un bénéfice pour les hommes. Et voilà, il faut réussir à rendre le métier attractif, que les femmes elles ont envie d'y aller aussi et qu'elles ne disent pas que c'est pas pour elles et qu'elles ont leur place. Mais tout ça, c'est un travail aussi que les mentalités changent là-dessus. Après, en dehors du métier en tant que tel, il ne faut pas oublier la femme dans sa globalité. Comme je disais justement tout à l'heure, la femme porte notre propre communauté figurée, c'est-à-dire que entre la gestion des enfants, la gestion de la maison, la gestion administrative, la gestion des courses, du ménage, du linge, du bien-être émotionnel, tout le monde là-dedans, 16 heures par jour en mer et 4 heures de sommeil. Je ne suis pas sûre que ce soit viable sur ce long terme. Absolument pas. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'essayer de promouvoir ce métier qui est extrêmement rude. Mais je suis d'accord. Des jeunes femmes. Moi, je suis trouver la clé, justement, quelle est la clé pour pouvoir conjuguer vie de marin-pêcheur et vie de femme. Déjà, il faut arrêter de faire des conférences. Comme d'ailleurs la conférence d'Enora. Ce soir, je suis déprimé. Le traitement des femmes, c'est métier de la c'est une organisation de vie aussi, parce que vous aviez montré quand même que c'est une volonté, puis une organisation de vie de couple, de couple ou pas de couple, et en tous les cas, il y a forcément derrière une prise en charge qui n'est pas qu'individuelle, c'est pas possible de résoudre le problème individuellement, il y a forcément autour sans doute Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on réussisse à
promouvoir ce métier. Je parle pas du milieu maritime au sens général, la voile, le commerce. Mais la pêche, c'est quand même. On est sur les représentations. Le travail devrait se faire au niveau du primaire, des écoles primaires. Lorsque nous, on arrive dans les collèges pour présenter le lycée professionnel, c'est beaucoup trop tard. J'étais hier dans un collège, donc c'était le format, c'était tout le niveau 3e avait une rencontre imposée avec nous. La seule question que la jeune fille nous a posée, c'est est-ce qu'on mangeait bien au lycée maritime? Parce que déjà, dans son esprit, de toute façon, c'était inscrit qu'elle n'aurait pas au lycée maritime. Et les rares filles qu'on a au lycée maritime, et c'est vrai depuis plusieurs années en formation initiale, c'est en commerce. Vous aviez au premier rang là qui ont dû rentrer, c'est en commerce. Parce qu'en commerce, il y a une mixité qui est en train de prendre forme. Mais c'est dès le primaire où il faudrait que les femmes pêcheurs interviennent pour chasser les représentations et convaincre les parents que finalement, on parlait en aparté avec Joanne, la maçonnerie, la pêche, le bûcheronnage, qu'est-ce que je peux vous sortir une caricature, ne sont pas des métiers exclusivement masculins. On arrive trop tard. Quand on arrive en fin de 3e, les représentations sont bien ancrées, dans les familles comme chez les jeunes, et on a notre travail de drague, entre guillemets, pour utiliser pour le poisson comme pour l'accueil de notre public, qui nous sert plus à rien. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de filles vous avez actuellement scolarisées et dans quel secteur? On a actuellement 7 filles scolarisées, on était à 11 l'année dernière. Alors statistiquement, ça ne représente pas grand-chose parce que les effectifs sont tellement petits que c'est des variations de 1 ou 2%. Vous en aviez 2 jeunes, mais je les appelle mes pépins. C'est dommage qu'elles soient parties. Je n'arrête pas de les chambrer, mais elles ont du grand dedans, donc c'est ça qui est bien. Elles sont en commerce, avec des études supérieures qui se prorogent. On en a une en mécanique. On en a une en maintenance nautique. Maintenance nautique, c'est la partie non embarquée. 1, 2, 3, 4. On en a une en BTS, 5. Voilà. Mais c'est que de la partie commerce, essentiellement du pont et un tout petit peu de mécanique. 0. Et est-ce qu'on connaît l'origine des jeunes qui s'orientent vers ce métier? Est-ce qu'ils ne sont pas tous d'origine avec la famille Péchou et ainsi de suite? De moins en moins. Et donc, c'est encore très ancré, hein, on est encore, soit il y a quelqu'un, je parle toujours de nos élèves en formation initiale, parce qu'on va faire vraiment une différence avec la formation continue, sans statistiques, je suis désolé. Il y a souvent, comme dans les 80% des cas à peu près, il y a quand même un grand-parent qui a été dans la marine marchande. donc il y a la culture du machisme. Ça va être très très rare la jeune, et c'est aussi vrai pour les garçons. Alors forcément ça s'accentue chez les filles à cause de l'augmentation. Ça va être très, très rare la jeune qui va se découvrir une passion pour la mer, sans avoir un passé maritime familial. Ça va changer en formation continue. En formation continue, moi j'estime à un 6e ou un 5e le nombre de jeunes filles, enfin de femmes, qui sont dans la reconversion, vont arriver. Et là, par contre, on va toucher les cultures marines ou la pêche. Beaucoup plus que le commerce. Oui. Il y a une question ici. Oui, moi je voulais rebondir sur le témoignage qui est quand même intéressant et qui est réaliste. C'est-à-dire que quand on a une famille, c'est compliqué, c'est une réalité. Est-ce qu'il y a eu des travaux menés sur le statut de la pêcheur en fait ça peut paraître bizarre, mais moi je le compare au statut d'élu, où on voit qu'il y a une demande de reconnaissance d'un statut dans sa globalité. Ça veut dire par exemple, est-on assuré ou a-t-on des indemnités par exemple, parce que moi je me souviens de Nora quand on était ensemble, elle allaitait, et je me souviens de poser la question à Nora, mais tu fais comment pour ta vie de famille? Et tout le monde n'a pas forcément un environnement familial qui peut prendre le relais. On a le droit aussi d'avoir un conjoint, une conjointe qui a aussi un métier. Et là où je veux en venir, c'est que du coup, moi, j'ai travaillé un petit peu là-dessus, parce que j'avais été animatrice du relais parents assistants maternelle, et donc on s'était posé la question, quel est le statut, par exemple, de la garde d'enfants? Est-ce que c'est facilitateur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet à des horaires atypiques de pouvoir avoir un relais sur la garde d'enfants? Est-ce qu'il y a une prise en charge spécifique quand on fait ces métiers-là? Parce qu'effectivement, on part en mer, on s'absent plusieurs jours, plusieurs semaines,
voire plus, ou sur des horaires en journée qui sont compliqués. Donc, et là, moi, on parle de la pêche, on parle du commerce, mais j'ai l'agriculture aussi, il n'y a pas ça. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas un environnement global, facilitateur, avec un statut spécifique, on n'arrivera pas. Et je trouve dommage, parce que moi j'entends des jeunes filles dire, de toute façon je ne compte pas avoir d'enfants. Mais en fait, il faut surtout pas se dire qu'on rentre dans ce couloir-là, il faut pouvoir choisir. On choisit sa vie, les femmes, c'est ce qu'on demande. Et pour en discuter avec les parlementaires, je sens qu'il y a une espèce de crispation à l'idée qu'il faudrait faire évoluer des statuts spécifiquement pour les femmes, parce qu'en France, c'est ça. Et si on n'a pas cet environnement complémentaire, très clairement, je pense qu'on n'arrivera pas à évoluer. Et ça, c'est pour ça que je faisais la question, je ne sais pas si ce travail-là, par des parlementaires qui est fait, ou des associations qui souhaiteraient qu'elle soit faite, parce que là, c'est au niveau, c'est les législateurs qui font toute la chose. Et là, il y a une proposition de loi pêche, c'est peut-être le moment qu'elle le fasse. Oui, je sais pas si elle est... Clairement, il faudrait travailler sur ces pistes-là, ouais, et puis que les hommes qui sont dans les armements, tout ça, qui s'emparent de ce sujet aussi. Parce que... En fait, en réalité, je connais une personne qui est pêcheur et qui a eu 4 enfants, mais en fait, chaque fois où elle a un enfant, elle arrête son activité, elle travaille avec son compagnon, donc elle arrête son activité, elle gradit son enfant. Mais effectivement, au Portugal, à un port de pêche où il y a vraiment beaucoup de femmes qui vont travailler en mer, sur les tout petits bateaux, elles le font, mais elles disaient, on le fait parce que notre famille vit à côté. Oui, et puis l'inégalité salariale est due aussi au fait que ce sont les femmes qui s'arrêtent, ce sont les femmes après qui prennent le relais, et les inégalités salariales sont dues à ça aussi. C'est pour ça que je pense que cette évolution de statut, si on n'a pas, à un moment il y aura un obstacle, on ne va pas franchir dans l'évolution sur la parité. Mais il faut vraiment qu'on réfléchisse en prenant en compte toutes les autres activités maritimes, comme le transport maritime. Oui, c'est ça. Il y a un travail global. Oui. Non, parce que la pêche toute seule, elle n'arrivera pas avec 1,1%. Ils vont nous dire, les filles, comme il l'avait dit, on vous a fait un cadeau à l'époque. Et l'approche globale, je pense, dans le maritime, c'est sûr. Oui. On n'a pas parlé Non. J'ai une question aussi sur les conjointes, ceux qui vont, des hommes, de ceux qui vont à la production, à la pêche en horticulture. Les conjointes, est-ce qu'elles ont un travail dans un autre secteur d'activité? Maintenant, oui. Et que, en fin de compte, c'est peut-être économique aussi pour pouvoir pallier au risque du métier. Et donc, elles feraient le travail administratif d'accompagnement du conjoint en plus de leur travail salarié. Mais dans ce cas-là, ils ne le déclarent pas. Parce que si le travail salarié, c'est une charge supplémentaire. Oui, c'est une charge supplémentaire. C'est un double travail. Elles ne sont pas déclarées à triple travail. Oui, c'est un triple. Il y a le travail salarié de la femme, et puis il y a le travail non déclaré de l'administration de l'activité de pêche. Et ça, c'est... Et là, moi, le problème que j'ai aussi, c'est que par rapport à moi j'ai connu dans un certain âge, il y a une réalité dans notre société, il y a le divorce. Ah oui, ça c'est notre histoire. Non, mais justement. Non, mais c'est très important. Il doit le faire parce que c'est très important. C'est fondamental pour les femmes parce que celles qui sont en activité non déclarée, elles sont larguées complètement et elles n'ont plus rien pour vivre et elles n'auront rien à la retraite. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Mais par contre, elles étaient garantes à la banque pour l'achat du bateau, pour tous les investissements dans les entreprises. Et quand le monsieur s'en va, la femme se retrouve avec rien. Et encore heureux, en France, on n'a pas de quotas individuels transférables à la pêche, comme en Norvège, parce que là, tous les capitales, c'est les quotas. Et elles se retrouvent avec rien parce qu'elles n'ont pas le droit au quota. Au revoir. Merci. Merci à vous. Parce que ça aussi, c'est le bateau qui a la valeur. Donc, tout l'investissement de la famille à la pêche, c'est le bateau ou les concessions en agriculture.
Mais si le mari s'en va, c'est à son nom le bateau. La femme ne veut pas l'avoir parce qu'elle était conjointe, etc. Donc du coup... Oui. Mais là-dessus, c'est quelque chose de très important. Leur place reconnue dans cette activité. Alors, ce qui est bizarre, c'est que si le couple divorce, le Ça pêcheur va être obligé de payer un comptable. Non, ne vous inquiétez pas, ils le font plus tard. Ne vous inquiétez pas, ils le font plus tard. On parlait tout à l'heure sur le divorce. Une fois qu'ils sont à la retraite, le monsieur souvent divorce. Parce que... Les concessions en conchyliculture, c'est souvent au nom de l'homme. Oui, souvent c'est au nom de l'homme. Mais en fait, ça c'est un très bon exemple aussi parce que oui, parce que c'est lui qui est inscrit, c'est le chef d'entreprise, etc. Mais j'ai un très bon exemple sur la conchyliculture parce que quand une femme qui n'est pas individuelle se marie avec un agriculteur, elle est l'épouse de. Mais quand un homme se marie avec une femme qui a des possessions à son nom parce qu'elle était fille unique et on l'a transférée, généralement, il est le monsieur de madame, sauf que on donne quand même une part des possessions. C'est vraiment fréquent de donner un pourcentage, une superficie de possession au monsieur pour qu'il ne se sente pas. C'est pour qu'il ait un statut. Il va y faire avoir le statut de salarié ou de prochain collaborateur. Parce qu'il peut être à l'énigme si jamais il a un bateau, alors que la femme, elle n'aurait pas, elle n'aurait pas un bateau, l'épouse. Mais c'est vraiment ça marche. C'est un peu particulier, je peux vous dire. Au monsieur, on donne parce qu'il faut qu'il soit égal à madame, donc il a une partie des possessions à son nom. Et il y a aussi des familles, des entreprises où cela reste à l'intérieur de la famille et pas au conjoint qui arrive. Il y a des grandes entreprises ostréicoles en Bretagne qui sont comme ça. Oui, parce qu'ils ont le statut d'entreprise. Mais dans les plus petites entreprises, c'est très mal. Ça m'a toujours impressionné. Je me demande d'ailleurs pourquoi une femme n'a pas le droit à un tout petit. C'était René-Pierre Chevel, et c'est sa femme qui avait travaillé sur le statut de la femme conchylicultrice dans les années 80. Merci. Et je crois qu'elle travaillait pour un organisme qui a fait beaucoup justement pour aussi la formation, le CEASM. C'est le CEASM, oui, mais c'est grâce au CEASM. Le CEASM, c'était une institution, en fait, le CEASM travaillait sur tous les aspects sociaux de la pêche. Et qu'on a perdu en fait avec le temps, puisque le secteur devient de moins en moins important. Mais quand on fait les comptes de ce qu'on avait et qu'est-ce qu'on a maintenant, on n'a même pas un tiers de ce qu'on avait avant. Et on continue toujours à avoir un service social à la pêche et à la conchyliculture maintenant, parce qu'ils se sont unifiés. Avant, c'était la pêche spéciale. Et maintenant, on les a unifiés parce qu'on n'a pas suffisamment. Avant, on avait la médecine du travail maritime. Maintenant, on l'a, mais c'est plus pas la même chose. Avant, on avait les affaires maritimes au niveau local, maintenant, on ne les a pas. Avant, on avait les comités localement, maintenant, il faut aller ensemble. Non, mais on vient faire un travail là-dessus, parce que l'Union européenne nous a demandé de faire un statut, un rapport sur la pêche et la partie sociale de la pêche. Mais quand on met tout ce qu'on avait, tout ce qu'on n'a plus, ben ça va vite. Depuis 2012 à maintenant, on a perdu la moitié. Donc si on perd encore des bateaux de pêche, en conchyliculture, c'est pareil. On maintient des activités, mais on perd tout ce qui était associé. Les SAS, c'était vraiment quelque chose de très important. Parce que c'était vraiment toute la partie sociale de la pêche. Surtout que si on perd des bateaux de pêche,
Ça ne va pas aider la féminisation de la profession. Je ne sais pas si. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a des tout petits bateaux, peut-être. Non, mais c'est. Vraiment, quand on regarde qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'on a, c'est vraiment une perte. Ah, voilà. Merci. Merci.